Dan's Operation Dragon, John Saxon, n'était rien d'autre que le bel acteur hollywoodien, un marginal qui tentait de rivaliser avec de véritables tueurs comme Jim Kelly. Mais avant sa mort en 2020, Saxon a rompu des décennies de silence pour révéler un secret qui bouleverse tout ce que nous savons de Bruce Lee. Il n'était pas un simple observateur. Saxon savait exactement ce qu'il voyait. Ce dont il a été témoin une fois la caméra éteinte n'était pas une chorégraphie. C'était une démonstration terrifiante de maîtrise brute qui prouvait que le dragon n'était pas un acteur. Quelles preuves irréfutables John Saxon a-t-il laissé? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité. À cuire hollywoodien face à l'arme humaine. Lorsque John Saxon a été choisi pour incarner Roper dans Opération Dragon, le monde des arts martiaux a levé les yeux au ciel. Pour les puristes, il n'était qu'un beau gosse hollywoodien de plus. Un acteur né à Brooklyn, intégré au film pour séduire un public occidental, réticent à l'idée d'une distribution entièrement asiatique. Ils le voyaient comme un faire-valoir, un Américain fragile aux côtés de tueurs notoires tels que Jim Kelly et le terrifiant Bob Wall. Mais ce que les critiques et même l'équipe du film ignoraient, c'est que John Saxon menait une double vie. Loin des plateaux de cinéma et des tapis rouges, il avait passé des années à s'entraîner avec acharnement dans des dojos légitimes. Il était un élève assidu de karaté Shotokan sous la tutelle du redoutable Hidetaka Nishiyama et avait gravi les échelons jusqu'à la ceinture noire de judo, obtenant son grade à la sueur de son front et non grâce à son statut. Qu'est donc Bruce Lee dans ce salon pour qu'un ceinture noire chevronnée remette en question toutes ses certitudes en physique? Saxon savait faire la différence entre un coup de poing anodin et un coup mortel, car il en avait reçu un grand nombre. Ainsi, lorsqu'il arriva sur le plateau de tournage à Hong Kong en 1973, il ne regardait pas Bruce Lee comme un acteur admirant son partenaire. Il l'observait avec le regard critique et analytique d'un combattant aguerri mesurant un prédateur supérieur. Saxon remarquait des détails que les caméras ne captaient pas les micro-ajustements dans le jeu de jambes de Bruce. L'immobilité terrifiante précédant une explosion, et le sifflement de l'air lorsque les coups de pied de Bruce le fendaient. Mais le moment qui a changé à jamais le destin de Saxon Forever ne s'est pas produit lors d'une prise. Il a eu lieu lors d'une séance privée non filmée chez Bruce Lee à Bear quelques semaines avant le début du tournage. Un moment si troublant que Saxon en a gardé les détails secrets pendant près de 40 ans. La relation entre les deux hommes n'a pas commencé par une poignée de main, mais par une confrontation des perceptions. Bruce Lee était connu pour détester les imposteurs. Il avait un don pour déceler l'incompétence et peu de patience pour les acteurs qui traitaient les arts martiaux comme une simple danse. Lorsque Warner Brothers proposa Saxon pour le rôle de Roper, Bruce fut d'abord sceptique. Il ne voulait pas d'un simple combattant à l'écran. Il voulait quelqu'un capable de se mouvoir avec une réelle intention, pour faire ses preuves. Saxon ne s'est pas appuyé sur son agent. Il a plutôt rencontré Bruce chez lui à Los Angeles pour ce qui devait être une simple lecture de scénario. Mais Bruce Lee avait d'autres projets. Il a invité Saxon dans sa salle de sport privée, un espace qui ressemblait moins à une salle d'entraînement qu'à une chambre de torture high-tech remplie d'équipements sur mesure, des SACS de frappe remplis de grenailles et d'étranges machines géométriques conçues pour tester les limites humaines. Bruce demanda à Saxon de lui montrer un coup de pied latéral. Saxon, sûr de son entraînement en Shotokan, exécuta un coup de pied sec et précis, techniquement parfait, rigide et puissant. Il commença à me dire « Montre-moi comment tu fais ton coup de pied latéral. » Bruce observa silencieux et immobile. Puis, sans échauffement, Bruce s'avança vers un sac de frappe de 450 kilos. Il ne s'est pas cassé la jambe. Il n'a pas crié. Il a explosé, tout simplement. Le sac ne s'est pas contenté de se balancer. Il s'est plié en deux et a percuté le plafond avec la violence d'un accident de voiture. Saxon se souvint plus tard que le bruit ressemblait à un coup de feu. Ce n'était pas seulement une question de force, c'était un transfert d'énergie cinétique terrifiant impossible pour un homme de la carrure de Bruce. Bruce s'y tourna vers Saxon imperturbable et sans une goutte de sueur et dit « Voilà la différence entre atteindre une cible et la détruire. » Une fois arrivé à Hong Kong, l'atmosphère bascula de l'entraînement à la survie.
Le tournage d'Opération Dragon était un véritable bouillon de culture où les égos s'affrontaient. Pendant les prises, tout était chorégraphié, mais les secondes entre les prises étaient chargées de tension. Saxon remarqua que Bruce Lee se déplaçait sur le plateau non pas comme une star de cinéma, mais comme un général progressant en territoire ennemi. On entendait constamment des rumeurs de défis de membres de triades locales et de maîtres de kung-fu rivaux qui estimaient que Bruce dévoilait trop de secrets ou qui voulaient simplement se faire un nom en éliminant le roi. Saxon observait Bruce gérer la situation avec une conscience terrifiante presque prédatrice. Un après-midi, un figurant particulièrement agressif, un homme connu dans le milieu des combats clandestins locaux, se mit à se moquer du film kung-fu de Bruce assez fort pour que toute l'équipe l'entende. Un silence de mort s'abattit sur le plateau. À Hollywood, la sécurité l'aurait escorté hors du plateau. À Hong Kong, cela aurait été une véritable humiliation. Saxon observait la scène à quelques mètres de distance, s'attendant à une bagarre. Au lieu de cela, il assista à une véritable démolition psychologique. Bruce ne se mit pas en colère. Il n'éleva même pas la voix. Il s'approcha simplement de l'homme, réduisit la distance jusqu'à se trouver à quelques centimètres de son visage et l'invita à frapper le premier. Saxon remarqua que Bruce avait les mains baissées, sa posture relâchée, l'invitant totalement à l'attaque. Le figurant hésita. Dans cette fraction de seconde d'hésitation, Bruce avait déjà gagné. Il porta un coup si rapide que le figurant tressaillit violemment, trébucha et tomba à la renverse sans que Bruce ne l'ait jamais touché. C'était une humiliation pire qu'une raclée. Saxon comprit, alors que la véritable arme de Bruce n'était pas sa vitesse, mais sa capacité à projeter une intention si écrasante qu'il terrassait ses adversaires avant même qu'un seul coup ne soit porté. Cependant, la preuve la plus glaçante apportée par Saxon provenait d'un incident de violence accidentelle survenu lors du tournage des scènes finales du tournoi. Il y avait une scène où Bruce devait donner un coup de pied dans un bouclier tenu par un cascadeur. Ces cascadeurs étaient des colosses endurcis, habitués à encaisser les coups pour gagner leur vie. Ils portaient d'épaisses protections renforcées conçues pour absorber les impacts violents des battes de baseball. Saxon se tenait juste derrière le caméraman observant la mise en place. Le réalisateur a crié « Action ». Bruce s'est interposé et a décoché un coup de pied latéral. Ce n'était pas le coup de pied spectaculaire qu'on voit à l'écran. Pendant une fraction de seconde, Bruce a glissé et a libéré toute sa puissance. Le résultat fut terrifiant. Le cascadeur n'a pas seulement trébuché. Il a été projeté en l'air volant à près de 3 mètres en arrière avant de s'écraser sur un groupe de figurants. Le bouclier renforcé s'était fissuré. Le bras du cascadeur fut instantanément brisé par la force de l'impact transmise par le bouclier. Le plateau entier resta figé. Bruce sortit immédiatement de son rôle et se précipita pour aider l'homme sincèrement contrit et inquiet. Mais Saxon fixait le bouclier brisé et le cascadeur gémissant incrédule. Il réalisa que si ce coup de pied avait atteint la poitrine d'un être humain au lieu d'un bouclier, il n'aurait pas seulement cassé des côtes. Cela aurait pu provoquer un arrêt cardiaque. Des années plus tard, dans des interviews, Saxon secouait la tête en racontant cette histoire, insistant sur le fait que les écrans de télévision ne pourraient jamais retranscrire la puissance colossale de Bruce. Ce n'était ni de la magie, ni des trucages. C'était une force d'une densité telle que Saxon même, avec sa ceinture noire, reconnaissait n'avoir jamais rien vu de pareil chez aucun autre être humain. Cet écart entre le bien et le transcendant fut une obsession pour Saxon jusqu'à la fin de sa vie. Il évoquait souvent ses conversations avec Bruce lors des moments de calme entre les entraînements. Bruce lui expliquait ses théories sur le Jeet Kune Do non pas comme un style, mais comme une méthode pour se débarrasser du superflu. Saxon, formé aux formes rigides et structurées du karaté traditionnel, fut d'abord déconcerté. Il affirmait que la technique était le fondement de la puissance. Bruce rétorqua en demandant à Saxon d'essayer de le frapper pendant 10 minutes là sur le sol du studio. Saxon tenta de toucher Bruce avec tout ce qu'il avait, jabs, crochets, coups de pied retournés. Il ne parvint pas à placer un seul coup net. Bruce ne bloquait pas, il interceptait. À chaque fois que Saxon songeait à porter un coup, Bruce se déplaçait déjà pour se positionner dans l'espace libre que le coup allait créer.
C'était comme si Bruce lisait dans les pensées de Saxon, réagissant à l'intention du mouvement plutôt qu'au mouvement lui-même. Saxon décrivit cette sensation comme celle de combattre un fantôme capable de vous frapper avec une masse. À la fin du tournage, John Saxon était parvenu à une conclusion pleine d'humilité. Il était un artiste martial. Il savait se battre. Il pouvait gagner des tournois et se défendre. Mais Bruce Lee, c'était autre chose. Bruce était une anomalie de l'évolution, un homme qui avait accordé son système nerveux à une fréquence inaccessible au commun des mortels. Lorsque Saxon a visionné le montage final du film des années plus tard, il a compris que le public n'avait vu qu'une infime partie de la vérité. Le véritable monstre n'était pas le personnage à l'écran. C'était l'homme qui l'avait terrifié dans un salon à Byre. L'homme derrière le mythe. Bien avant d'être John Saxon, l'icône hollywoodienne côtoyant les dieux des arts martiaux, il était Carmine Orrico, un gamin qui survivait tant bien que mal dans la jungle de béton de Brooklyn à New York. Né en 1936 de parents italo-américains, son univers n'était pas fait de tapis rouges ni de premières de films. Il était marqué par la dure réalité des rues de l'époque de la Grande Dépression. Dans son quartier, le respect ne se donnait pas, il se prenait. Le jeune Carmine n'a pas appris à se battre dans un dojo au sol capitonné. Il a appris dans les ruelles où la seule règle était la survie. Dès l'adolescence, il dégageait une intensité sombre et profonde, une flamme silencieuse qui mettait mal à l'aise son entourage, tandis que les autres garçons jouaient au stickball. Carmine observait les rouages de la dureté, comprenant qu'à Brooklyn, la peur était synonyme de faim. Cette éducation brute et sans farde a forgé en lui une force intérieure qu'aucune école d'art dramatique n'aurait pu lui inculquer. Il avait l'assurance d'un fils de Docker, une rancœur tenace qui lui murmurait qu'il devait travailler 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins. Mais qu'est-ce qui a forcé ce gamin des rues à changer de nom et à cacher son passé à jamais? La transformation de Carmine Orrico en John Saxon fut un processus de métamorphose brutale. Repéré par un agent de mannequin alors qu'il séchait les cours, son charme ténébreux lui valut les couvertures de magazines policiers et de romans d'amour. Mais il détestait l'idée d'être réduit à un simple joli visage. Lorsqu'il fut introduit à Hollywood par le légendaire agent Henry Wilson, celui qui avait révélé Rock Hudson, Carmine abandonna son nom d'avant John Saxon. Mais contrairement aux autres beaux gosses des années 1950, qui se contentaient de sourire et de saluer la foule, Saxon était obsédé par le fond. Il s'inscrivit au Stella Adler Conservatory of Acting, la même institution prestigieuse qui avait formé Marlon Brando. Là-bas, il n'apprit pas seulement ses textes. Il apprit à disséquer le comportement humain. Il aborda le jeu d'acteur avec la même ferveur qu'il appliquerait plus tard aux arts martiaux, le considérant comme une discipline et non comme un simple caprice. Il refusa d'incarner le jeune premier romantique et fragile que les studios attendaient de lui. Il se battit pour des rôles empreints de noirceur, d'intensité et de complexité morale. Cette rébellion intérieure contre le système hollywoodien fut le premier signe de l'esprit guerrier qui le conduirait plus tard vers la discipline orientale. Il portait le smoking mais dissimulait un cœur de bagarreur en quête d'une discipline capable de canaliser son énergie débordante. Tandis que ses pairs passaient leur nuit à faire la fête sur Sunset Boulevard. John Saxon recherchait une discipline plus exigeante, quelque chose qui puisse apaiser le tumulte qui l'habitait. À la fin des années 1950, bien avant que les films de kung-fu ne popularisent les arts martiaux, Saxon franchit les portes du dojo de Hidataka Nishiyama. Nishiyama n'était pas qu'un simple professeur. C'était un titan du karaté Shotokan, un homme qui considérait les arts martiaux comme une voie vers la mort et la renaissance spirituelle. Le fait que Saxon soit une étoile montante du cinéma ne le dérangeait pas. Au contraire, il était plus exigeant envers lui à cause de cela. Saxon décrivait l'entraînement comme médiéval, pas de protection, pas de catégorie de poids et aucune pitié. Les séances consistaient en des heures de position du cavalier jusqu'à ce que ses jambes tremblent de façon incontrôlable, suivies de centaines de coups de poing contre des planches de makiwara jusqu'à ce que ses jointures saignent. Saxon n'abandonna pas. Il trouva une étrange paix dans cette brutalité.
Il apprit que la douleur n'était qu'une information et que les limites de son corps n'étaient qu'une suggestion. Obtenir sa ceinture noire auprès de Nishiyama n'était pas un passe-temps. Ce fut un baptême du feu. Cela prouva que Saxon possédait cet état d'esprit no mind à la Mushiya, cette capacité à agir sans hésitation qui lui permettrait plus tard de reconnaître cette même qualité terrifiante chez Bruce Lee. Le dévouement de Saxon à son art, tant au cinéma qu'au combat, commença à porter ses fruits, mais non sans conséquences. En 1958, il remporta le Golden Globe de la révélation de l'année pour son rôle dans This Happy Feeling. L'industrie tenta de le cantonner au rôle d'idole des jeunes de sexe symbole pour les magazines. Mais Saxon rejeta catégoriquement cette étiquette. Il accepta des rôles physiquement exigeants, réalisant souvent lui-même ses cascades bien avant que cela ne devienne la norme. Il considérait son corps comme un instrument et le maintenait en parfait état de fonctionnement. Cependant, Hollywood était un champ de bataille d'un autre genre. Pour chaque victoire, il y avait 5 défaites des rôles qu'il refusait parce qu'il était trop intense ou trop marqué par son origine ethnique. Saxon prenait ses refus comme des entraînements. Il encaissait le coup, se ressaisissait et continuait d'avancer. Il a travaillé avec des légendes comme le réalisateur John Huston et a joué aux côtés d'acteurs exceptionnels comme Marlon Brando dans Lapalooza. Dans ce film, Saxon incarnait un bandit mexicain avec une menace si convaincante qu'il volait la vedette à Brando lui-même. Lapalooza, l'original. Ses performances nourries par sa maîtrise des arts martiaux, son immobilité, son sens du timing et son jeu explosif étaient remarquables. Il prouva qu'il n'était pas qu'un beau garçon. C'était un acteur de caractère, un poids lourd, capable de tenir tête aux plus grands noms du cinéma, tout comme il tiendrait tête au dragon plus tard. Avant même de donner un coup de pied à Hong Kong, John Saxon était déjà une star confirmée du western américain. Il a joué dans des films comme Joe Kidd, aux côtés de Clint Eastwood, incarnant des hommes rudes et impitoyables, vivant pour leurs armes. Le western exigeait une physicalité particulière, une robustesse qu'on ne pouvait simuler avec du maquillage. Saxon s'est lui-même mis en scène à cheval au tir et au combat. Il a transposé son expérience des arts martiaux dans les fusillades. Il comprenait qu'une confrontation n'était qu'un duel mental avant l'affrontement physique. Cette période de sa carrière est souvent négligée par les amateurs d'arts martiaux, mais elle fut le creuset qui le prépara à Opération Dragon. Il apprit à projeter le danger sans prononcer un mot, une compétence qui est la marque d'un maître. À son arrivée à Hong Kong, il apporta avec lui cette énergie de cowboy, une force stoïque américaine qui contrastait parfaitement avec la philosophie orientale de Bruce Lee. Il ne cherchait pas à imiter un maître de kung-fu. Il était le bagarreur américain, le combattant de saloon qui avait perfectionné ses techniques jusqu'à en faire une science redoutable. C'est cette authenticité qui explique le caractère iconique de son personnage Roper. Saxon ne jouait pas les durs. Il laissait simplement son histoire s'exprimer à l'écran. Avec la fin des années 1970 et le déclin de la mode des arts martiaux, la carrière de Saxon connut un passage à vide. Le téléphone sonnait moins souvent. Les propositions des grands studios se sont raréfiées. Mais fidèle à sa formation, Saxon ne s'est pas effondré. Il s'est adapté. En 1984, il s'est réinventé pour une nouvelle génération dans le chef-d'œuvre d'horreur de Wes Craven Les Griffes de la nuit. Interprétant le lieutenant de police père du protagoniste Saxon, a apporté au genre horrifique une gravité qui en avait cruellement besoin. Il incarnait la figure d'autorité, l'homme de logique tentant de donner un sens à un monde illogique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle d'arts martiaux, la discipline transparaissait dans son interprétation. Il était le point d'ancrage, le roc imperturbable au milieu du chaos du monde onirique de Freddy Krueger. Ce rôle l'a fait connaître à des millions de fans qui n'avaient jamais vu Opération Dragon, prouvant ainsi sa polyvalence. Il a travaillé sans relâche tout au long des années 80 et 90, apparaissant dans des dizaines de films d'horreur et d'émissions de télévision. Il ne s'est jamais contenté du minimum. Qu'il s'agisse d'un thriller italien à petit budget ou d'un blockbuster hollywoodien, Saxon se présentait préparé, professionnel et concentré. Il considérait chaque rôle comme un dojo, un lieu pour pratiquer son art, perfectionner ses compétences et maintenir sa discipline.
Dans 6 dernières années, John Saxon se retira de la vie publique et mena une vie plus paisible dans le Tennessee. Il devint un homme de peu de mots, un gardien de souvenirs qui s'effaçait peu à peu au fur et à mesure que ses partenaires disparaissaient. Bruce Lee en 1973, Jim Kelly en 2013, Bob Wall. Plus tard, Saxon comprit qu'il était en passe de devenir le dernier témoin. Il détenait les dernières pièces vivantes du puzzle. Il fréquentait moins les congrès, préférant la solitude de son foyer et la compagnie de sa femme Gloria. Mais l'esprit des arts martiaux ne l'a jamais quitté. Même octogénaire, il maintenait une routine physique faisant des étirements et pratiquant les techniques de respiration apprises un demi-siècle plus tôt. Le 25 juillet 2020, la nouvelle tomba, provoquant une onde de choc dans les milieux du cinéma et des arts martiaux. John Saxon était décédé d'une pneumonie à Murfreesboro, dans le Tennessee. Il avait 83 ans. Ce titre n'annonçait pas seulement la mort d'un acteur, il annonçait la fin d'une époque. Les hommages ont afflué du monde entier, non seulement de la part des fans, mais aussi de grands maîtres de cascadeurs et d'acteurs qui connaissaient l'étendue de son talent. Que pensez-vous des révélations de John Saxon concernant la puissance de Bruce Lee? Le témoignage d'un autre ceinture noire met-il enfin un terme au débat entre acteurs et combattants? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, vous allez adorer